À Atlampol, on porte une attention toute particulière aux innovations issues de la recherche ou en lien avec le monde de la recherche. Et donc, l'idée, c'est de mieux comprendre le rôle de la recherche. Et pour cela, on a fait appel à un spécialiste du sujet. Je vais inviter à me rejoindre Olivier Grasset, vice-président recherche de l'Université de Nantes, de Nantes Université, qui va nous aider à répondre à cette question. À quoi sert la recherche? Mais juste avant, on s'est permis de poser la question à quelques entrepreneurs. Je crois qu'on va leur donner la parole sur ce sujet. Pour moi, la recherche, ça permet de comprendre, de mieux comprendre les différents mécanismes qui nous entourent, également de résoudre des problèmes pour proposer des solutions et informer le grand public. Donc Equium est issu de la recherche française, d'un laboratoire de Paris-Saclay, le LIMSI, affilié au CNRS. Et cette découverte d'un phénomène d'autogénération d'ondes acoustiques par gradient de température a été faite par des chercheurs en cryogénie. Donc ils ne cherchaient pas du tout des sujets d'ondes acoustiques. Et quand une découverte devient une invention, un jour elle peut devenir une innovation, c'est-à-dire parcourir tout un chemin vers le réel en s'adaptant à des besoins marché. La recherche, c'est d'abord, j'espère, faire avancer la science et la faire progresser. Donc c'est répondre et se poser beaucoup de questions, mais après se les être posées, il faut y répondre. Donc c'est aussi apporter des solutions. C'est répondre aussi aux attentes du patient, en lui expliquant, en essayant de lui expliquer ce qu'il a, mais aussi apporter des solutions, donc apporter de nouveaux traitements, de nouvelles voies. Essayer aussi d'aller vers l'innovation en apportant de nouveaux produits. Et souvent dans la recherche, on trouve pas là où on cherche. C'est ça qui est, qui est excellent. Donc la recherche est fondamentale. Voilà, c'était quelques paroles d'entrepreneurs sur la recherche. La recherche est fondamentale, la recherche est appliquée également. Olivier, merci de nous donner quelle est la raison d'être de la recherche, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça apporte. Je pense que tu vas pouvoir nous éclairer sur ces sujets-là. Je me mets debout. Merci Franck. Alors bon, la question qui tue quand même, hein, c'est comme si je vous demandais à quoi sert l'entreprise. Hein. On est bien d'accord. Il est quand même extraordinairement difficile de répondre à une question comme celle-là sans se questionner quand même sur le sens même du fond, c'est-à-dire de quoi parlons-nous. Donc j'ai quand même envie de commencer, et je m'en excuse par avance, par un petit rappel de ce que c'est que le monde de la recherche, et je vais utiliser une définition qui me convient assez bien, qui est celle qui est généralement utilisée par l'INSERM, mais qui, de mon point de vue, s'applique à l'ensemble des disciplines scientifiques. Il existe finalement 3 volets dans la recherche. Il y a la recherche qui est purement fondamentale, la recherche qui est plutôt appliquée, et la recherche qui est liée, je dirais, au développement technologique ou développement expérimental. En fait, dans ces 3 volets-là, vous avez plus exactement, au lieu de recherche tout court, vous avez le concept de recherche et développement, la R&D. Mais la R&D, elle est partout, dans toutes les disciplines. Recherche fondamentale, c'est hyper basique, on l'a un peu tous en tête. La recherche fondamentale, c'est quoi? C'est la logique de base qui est je vais me poser des questions. Et je vais essayer d'apporter des réponses et apporter ma pierre à l'édifice du temple de la connaissance. C'est très pompeux comme ça, mais c'est bien une réalité. Quand il y a plus d'un siècle, on sort les postulats de Friedman. Friedman dit un jour, eh ben moi je vous dis, l'univers, il est partout pareil. Et non seulement il est partout pareil, mais c'est vrai là où je suis, mais ce sera vrai n'importe où je suis dans l'espace-temps de l'univers. Pof, c'est posé, c'est clair, c'est net, c'est une marche dans le temple de la connaissance particulièrement conséquente. On est toujours en train de se casser la tête à démontrer que Friedman avait tort. Ça n'a pas beaucoup d'implications pour le monde de l'entreprise, quoique, mais on y reviendra après, mais c'est un exemple typique de recherche ultra fondamentale. Un autre exemple qui tue bien, vous avez peut-être connaissance du théorème de Fermat. Fin du XVIIIe siècle, mathématicien, Fermat, il dit, en fait, le théorème de Pythagore, x2 plus y2 égale z2, que tout le monde a appris au collège, c'est vrai que pour n égale 2,
Ce ne sera jamais vrai, quels que soient les autres exposants. Et voilà, ça s'est posé, c'est plié, ça ne sert à rien, quoique. Il va falloir attendre 1998 pour démontrer que Fermat avait raison, la vraie démonstration mathématique, 3 siècles plus tard, mais il faut surtout avoir en tête, et c'est ce qui va nous animer après, l'idée qu'en fait ça va nous servir énormément, parce que tous ceux qui ont bossé comme des dingues pour essayer de démontrer le théorème de Fermat, simplement pour une logique de connaissance, ont apporté en fait des compétences et des notions qui ont été extrêmement utiles dans le deuxième volet, qui est le volet qui est plutôt sur la recherche appliquée. Un autre sujet de la recherche fondamentale auquel on pense un petit peu moins, c'est ce sujet de fond sur le fait qu'à un moment donné, nous, on développe tout un tas de trucs et puis ça bloque. Et ça bloque, alors qu'on essaye, on fait de l'expérimental, on essaye plein de choses, et à un moment, il manque la théorie, il manque le fait que ça bloque, mais on ne sait pas pourquoi. Un exemple médical classique, la transplantation, ça fait un paquet d'années qu'on essaye de la transplantation, on l'a fait en expérimental bien avant d'avoir la moindre théorie, et il faut attendre un bon moment avant qu'on commence à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et ça continue, ce process itératif entre l'expérimental, pardon pour le terme expérimental sur le monde médical, mais entre le sujet expérimental et le sujet théorique. Mais la recherche fondamentale, à un moment, apporte une logique, une théorie, derrière un verrou. Et ça, c'est essentiel. Le deuxième volet, recherche appliquée, vous le connaissez déjà un petit peu mieux, souvent, vous y êtes souvent assez confrontés. Pourquoi? Parce que le premier sujet, il est tout simplement... À un moment donné, moi j'ai quelque chose, je veux avancer, et puis j'ai besoin d'une expertise, j'ai besoin d'un savoir qui a été utilisé ou qui a été découvert finalement sur un contexte qui n'avait strictement rien à voir. C'est l'exemple de la deuxième intervention ici. Je vous ai parlé du théorème de Fermat, ce n'est pas par hasard, j'avais une idée en tête. C'est plutôt d'actualité, on parle de cybersécurité, de cyberattaque, etc. Je rappelle que dans les années 70, 1972 pour être exact, on a sorti le premier logiciel, plutôt la première technologie de cryptage. Et cette première technologie de cryptage, elle est venue d'une idée, elle est venue de l'idée qu'il fallait utiliser des nombres premiers, vous savez, ces nombres qui sont divisibles que par eux-mêmes ou par 1, et pas n'importe quel nombre premier. Les plus robustes, les plus sécurisés, c'était les nombres premiers de Germain. Germain, c'est Sophie Germain. Première révolution française, juste après, Sophie Germain, elle veut démontrer le théorème de Fermat, et elle démontre que les nombres premiers de Germain, c'est-à-dire les siens, ceux qui sont tels que quand on les multiplie par 2 et qu'on ajoute 1, ça donne des nombres premiers Germain. Je passe le détail, mais des nombres premiers très particuliers qui sont une logique de robustesse imparable. 2 siècles plus tard, on dit, mais en fait, c'est ça qu'on doit utiliser pour faire du cryptage. Et ça a marché. Donc cette logique d'application qui se légitime 2 siècles plus tard, 150 ans plus tard, 2 jours plus tard, par quelqu'un qui découvre cette recherche fondamentale qui va être extrêmement utile pour débloquer un verrou, ça c'est de l'applicatif. Le deuxième sujet applicatif qui vous concerne vous directement, et c'est ce que vous vivez plutôt tous les jours dans ce que j'ai entendu dans les témoignages de ce matin, c'est plutôt l'idée, en fait, on a un challenge, on a un défi, on va utiliser les expertises de tout le monde et on va utiliser ceux qui savent, qui se sont posés d'autres questions, d'autres problèmes et qui vont pouvoir nous aider à lever le verrou. Et ça, c'est une recherche qu'on va qualifier de défiée, c'est une recherche plus orientée sur une logique, on a un objectif, on sait qu'on ne le trouvera pas tout seul, on va faire appel à toutes les forces en présence, dont celle de la recherche, et vous avez des acteurs de la recherche que vous connaissez plus ou moins bien, qui vont utiliser leurs propres compétences et leur savoir pour vous aider à lever ce défi. Recherche défiée classique, vous êtes bien habitués à ça, nous aussi dans nos laboratoires, mais il ne faut jamais avoir en tête que vous allez vous adresser au bon laboratoire. La connaissance, l'outil dont vous aurez besoin se passera peut-être ailleurs, donc il ne faut pas hésiter à venir chercher ceux qui savent, même si vous n'avez pas forcément idée au départ de qui seront les bons interlocuteurs. Le dernier sujet un peu plus technique, c'est le verrou, dans la logique du verrou au sens verrou technologique, verrou expérimental. En gros, le premier sujet, recherche fondamentale, c'est les TRL ultra bas, c'est la recherche fondamentale. D'accord ? Le dernier sujet, c'est la recherche clinique, où c'est le TRL, quand on est en train de monter au-delà du 6, on a passé la vallée de la mort. Et puis nos sujets recherche appliquée du milieu, c'est cette fameuse vallée de la mort. Quand on est dans le monde où il faut lever le verrou, on a levé le verrou et on est maintenant sur l'optimisation, c'est le premier pitch que vous avez eu ce matin. On sait faire la techno, elle existe, ça fait belle lurette qu'elle existe. Votre collègue a dit ça fait 2 siècles, je crois que vous avez dit que ça fait 2 siècles que la techno existe, ok. L'enjeu, on peut toujours faire mieux. On est sur ce troisième volet
on est sur une logique d'optimisation, de faire toujours mieux en termes de calcul énergétique, en termes de volume, en termes de rendement, en termes etc. Vous savez ça, vous savez faire ça par vos volets R&D, vos entreprises, etc. Vous savez faire ça généralement bien mieux que nous. Mais il y a des moments où vous avez quand même besoin du laboratoire parce qu'il y a des sujets, enfin la nouvelle techno, le nouveau concept ne viendra pas s'il n'y a pas des gens spécialisés qui ont cette connaissance d'un truc qui s'est fait ailleurs. C'était le deuxième pitch, je crois, et qui, en fait, va être extrêmement utile dans vos domaines. Au hasard, on travaille sur la cryogénie ultra basse température à l'hélium, et puis en réalité, ça va avoir un domaine applicatif qu'on n'imaginait pas. C'est pas du tout la cryogénie à l'hélium, mais c'est les techniques qu'on a utilisées pour mettre l'hélium sous pression dans l'ultra froid, qui va être hyper utile dans un tout autre domaine. Voilà. Souvent, on survend ce truc-là. Il faut être clair, on le survend. L'exemple classique que vous connaissez peut-être comme moi, on a toujours dit le monde spatial, c'est extraordinaire. Imaginez la quantité de choses qui ont été découvertes en termes de technologie grâce à le vol spatial. C'est des conneries. C'est pas vrai. Regardez la page Wikipédia sur quelles sont les technologies développées par le vol spatial et vous constaterez, faites le rapport du nombre de centaines de milliards qui ont été dépensés depuis 50 ans dans la recherche spatiale par rapport au véritable verrou technologique levé. C'est pas vrai. C'est quasiment que dalle. Vous auriez simplement mis le 10e ou même le 100e de ce budget sur l'objectif que vous cherchiez, vous l'auriez trouvé beaucoup plus vite. À un moment donné, il faut se questionner sur ce sens du verrou technologique, recherche défiée, j'y vais avec mes partenaires académiques ou pas, c'est beaucoup plus utile que d'imaginer que tous ceux qui croient qu'aujourd'hui, à un moment donné, on développe des programmes spatiaux où on fait de la recherche fondamentale parce que ça servira plus tard. Non, on fait de la recherche fondamentale parce qu'on veut contribuer à la connaissance et à l'accroissement de la connaissance. N'imaginez pas qu'à un moment donné, on s'y retrouve toujours parce que la recherche fondamentale vous servira. Elle ne vous servira pas si vous ne venez pas nous chercher pour votre recherche à vous et pour votre défi à vous. Je suis extrêmement clair là-dessus. J'ai 2 mots pour finir. À la fin, à quoi sert la recherche? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais à quoi sert notre partenariat? Je vais l'autoriser comme ça, en tout cas, cette collaboration qu'on peut imaginer entre le monde de l'entreprise et le monde de la recherche dans son ensemble. Pour moi, elle se situe à 2 niveaux. D'abord, la quête de sens. Et ensuite, la capacité à repousser les limites. C'est très pompeux comme ça, mais je pense que c'est important. Je vais m'autoriser l'anecdote personnelle sur la quête de sens. Certains le savent, j'ai été très, très impliqué dans la conception d'une mission spatiale qui va partir à Jupiter l'année prochaine. 1 milliard d'euros pour l'Europe quand même, c'est un beau projet, un bijou technologique qui a nécessité chez Thales et Astrium, maintenant Airbus, des compétences et des moyens quand même particulièrement conséquents. Je n'ai jamais été aussi bluffé de ma vie que quand Astrium est venu m'inviter, est venu me proposer d'expliquer aux ingénieurs, aux techniciens des équipes entières, le sens de la mission. Ils ont bossé 8 ans sur un projet d'1 milliard d'euros, chacun dans sa technique, le blindage, la propreté magnétique, les panneaux solaires, l'optimisation énergétique, etc., sans avoir la moindre idée de pourquoi ils le faisaient. C'est juste hallucinant, de mon point de vue. Et c'est juste hallucinant parce qu'à un moment donné, on est tellement la tête dans le guidon sur l'objectif qui est de rendre l'engin en temps et en heure au bon moment qu'on oublie la connexion entre le sens premier, pourquoi on fait ce projet, et le sens réel de l'entreprise qui va être de faire sortir ce démonstrateur du savoir-faire d'Astrium. Et c'est dans les 2 sens, parce que nous, de notre côté, on n'a aucune idée de la capacité, de la difficulté majeure qu'il y a à sortir des objets comme ça. C'est facile pour nous de dire qu'il faut aller à 650 millions de kilomètres, mesurer au micron près la température de la surface d'une lune de Jupiter. C'est juste impossible à faire. Mais on ne s'en rend pas compte si à un moment donné, il n'y a pas cette interaction permanente. C'est évidemment pas un exemple classique, mais ça sort un peu du lot. Mais cette quête de sens, elle doit être dans les 2 sens. À un moment donné, nous devons nous parler plus, ça j'en suis sûr. C'est une évidence peut-être pour certains d'entre vous, mais on ne parle pas toujours au bon. Il y a 3 mondes de la recherche. Vous parlez toujours à une des 3 disciplines de la recherche et pas toujours à l'ensemble des gens, depuis le fondamental jusqu'à l'hyper-applicatif. Et ça, on doit pouvoir l'améliorer. L'autre sujet, donc, c'était repousser les limites. Rien de compliqué là-dedans. Faites-nous confiance pour vous faire péter les plombs. Vous le savez, on fait ça tout le temps. On est tout le temps en train de demander l'impossible. Parce qu'on sait, nous, qu'on peut aller jusqu'au pico-Kelvin, s'il le faut. On sait qu'on doit être capable, on doit pouvoir mesurer le picomètre à 1 million de kilomètres de distance si on veut mesurer les ondes gravitationnelles basse énergie. C'est l'avenir, ça vient, ça. Et donc, on vous fait péter les plombs.
mais vous avez des réponses, vous les apportez toujours. Et la réciproque est vraie, vous nous faites péter les plombs, parce que vous avez un besoin d'urgence, vous avez un calendrier qui n'est pas compatible avec celui dans lequel nous travaillons en permanence, qui peut se prendre le luxe de prendre le temps. Nous avons besoin de ce temps pour réfléchir, et ça, vous n'aimez pas du tout. Et à la fin, quand on travaille ensemble, généralement ça marche, mais je pense que ça peut marcher beaucoup mieux si on fait toujours plus. Merci.